comprennent pas ce que ça veut dire au départ. C'est-à-dire qu'ils s'interrogent sur mais qu'est-ce qui se passe? On nous envoie un missile et dans ce même moment, on est sur une période, d'extrême tension avec la Corée du Nord. Il faudra attendre 38 minutes, en fait, 38 minutes pour qu'il y ait ce nouvel affichage qui apparaisse et qui indique qu'en fait, c'était une erreur, qu'il n'y avait pas d'alerte de missile nucléaire. Seulement pendant 38 minutes, les gens ont paniqué. Les gens sont partis chercher leurs enfants qu'ils avaient déjà emmenés à l'école. D'autres ont envoyé des messages d'amour à leurs plus proches, à leur être aimés. Certains ont même eu des accidents par panique. D'autres se sont tout simplement dit, mais qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour me protéger de ce missile nucléaire qui nous arrive dessus? Et en fait, c'est la vraie question finalement qu'on doit aujourd'hui se poser. Alors, c'était une erreur. La personne en charge d'informer et la personne en charge de la création des systèmes d'alerte s'est trompée de bouton tout simplement, ce qui montre bien que l'erreur est humaine et que c'est bien l'humain qui pose le plus de problèmes finalement dans ce système. La vraie question qu'on doit finalement aujourd'hui se poser, c'est qu'est-ce qu'on ferait s'il nous restait 38 minutes? Est-ce que ce ne serait pas déjà trop tard? Et si vous voulez, c'est un petit peu sur cette base-là, finalement, que ICANN est né en 2007 et a commencé à mener sa campagne. Il y a eu d'autres campagnes internationales sur les armes nucléaires qui ont eu un certain nombre de victoires et sur lesquelles, bien sûr, on s'est appuyé, on a construit notre mouvement. Mais la grande question, c'était finalement que l'on a su ramener sur le devant de la scène, c'est que les armes nucléaires posent un vrai problème de sécurité internationale et posent un vrai problème en cas de conséquences, en termes de conséquences humanitaires et environnementales, bien évidemment. Donc c'est une histoire un peu folle, mais c'est une histoire qui peut être bien réelle, puisqu'aujourd'hui, nous avons 9 États qui disposent d'armes nucléaires. Vous les avez sur la carte en rouge. Un petit peu plus de 13 000 armes nucléaires. Bien évidemment, c'est la Russie et les États-Unis qui ont le plus grand nombre d'armes nucléaires, avec plus ou moins 6 000 armes nucléaires chacun. Vient aujourd'hui en troisième et quatrième position, plus ou moins à égalité, désormais la Chine et la France, qui disposeraient, en tout cas pour la France, de moins de 300 armes nucléaires, et pour la Chine, probablement la même chose, voire quelques armes supplémentaires. Et puis à la suite viennent le Royaume-Uni et les autres puissances nucléaires. Et c'est ça, cette réalité, c'est que vous avez à chaque instant, parmi les États comme la France, les États-Unis, la Russie et le Royaume-Uni, des armes nucléaires qui sont en état d'alerte, c'est-à-dire qui sont prêtes à être utilisées dans les 20 minutes qui viennent. Il est 15h06. Nous avons actuellement un sous-marin nucléaire lanceur d'engins français qui navigue dans les eaux profondes de l'océan Atlantique, qui est chargé de 16 missiles balistiques. Chacun de ces missiles contient 6 ogives nucléaires, donc ça fait une petite centaine d'armes nucléaires, qui sont destinées à être tirées dans les 20 minutes si jamais le président Macron devait ordonner l'ordre maintenant. C'est ça la réalité des armes nucléaires, c'est qu'à chaque instant, une partie de la population mondiale, si ce n'est toute la population mondiale, est finalement visée par des armes nucléaires. Si je m'arrête un petit peu plus sur le cas de la France, puisque c'est chez nous, voilà, la France, son arsenal nucléaire repose sur des sous-marins, c'est ce qu'on appelle la force océanique stratégique, des forces aériennes, c'est ce qu'on appelle la force aérienne stratégique, et également une force aéronavale nucléaire, ce sont les avions qui peuvent disposer d'armes nucléaires lorsque le porte-avions Charles de Gaulle est en mer. Donc voilà, c'est là. Nos composants, comme l'on dit, nous avons plus de forces basées à terre, c'est-à-dire de missiles, notamment ceux qui étaient basés à Albion, qui ont tous été démantelés dans les années 90. Le coût pour les prochaines années, c'est 37 milliards d'euros depuis le vote de la loi de programmation militaire en 2018. Pour essayer de ramener cette somme à quelque chose d'un peu plus compréhensible, cette année, pour l'année prochaine, du moins pour 2021, c'est 5 milliards d'euros qui vont être mis en œuvre pour les forces de dissuasion et la modernisation et son renouvellement. Pour cette année, c'était 4 milliards 700 millions. Et si je me projette un petit peu, à partir de 2023, 2024 et 2025, on a une base de 6 milliards d'euros. Donc en fait, il y a une volonté de la part de l'État français, mais plus généralement de l'ensemble des puissances nucléaires, de l'ensemble des États qui disposent d'armes nucléaires, de moderniser et de renouveler leurs arsenaux nucléaires. C'est deux termes très importants. La modernisation, c'est tout simplement être sûr que les systèmes d'armes fonctionnent bien par rapport aux nouveaux systèmes que l'adversaire pourrait avoir, par exemple.
et donc rajouter certains composants, par exemple, notamment au niveau des systèmes radars. Et le renouvellement, c'est carrément disposer de nouveaux missiles balistiques, de nouveaux sous-marins et de nouveaux avions qui iront plus vite, qui seront plus furtifs, qui iront aussi plus loin, qui pourront rester plus longtemps sur les airs ou sous terre, ou enfin, sous les mers, pardon, ou qui pourront donc voler plus loin. Donc c'est ça la notion véritablement de renouvellement. Et donc cette politique de renouvellement va s'étaler globalement entre maintenant, on va dire plus ou moins 2022, et se terminera en vers 2048, puisque à ce moment-là, on aura l'ensemble des sous-marins, des missiles et des ogives nucléaires qui auront été recréés, si vous voulez, avec l'objectif que l'ensemble de ce renouvellement de ces différents systèmes d'armes puisse être conservé, maintenu jusque vers 2080 à peu près. Et c'est cette loi de 2018, même si des lois de programmation militaire, vous en avez à peu près tous les 5 à 7 ans, c'est assez classique, ça permet prioritairement une planification budgétaire, mais c'est véritablement cette loi de programmation militaire de 2018 qui a enclenché ce mouvement de renouvellement des arsenaux nucléaires français et qui doit donc perdurer jusqu'à, on va dire, plus ou moins 2050. Voilà. Donc cette loi-là, en 2018, était véritablement très, très particulière dans ce sens-là. Je vais juste revenir en arrière sur ma petite carte générale. Si on a 9 États qui disposent d'armes nucléaires, vous voyez bien sûr que, même si la Russie est un État extrêmement grand géographiquement, vous voyez bien sûr que le nombre d'États qui n'en possèdent pas est bien évidemment bien majoritaire. Et je voudrais aussi mentionner qu'il y a un grand nombre d'États qui ont renoncé à disposer d'armes nucléaires. Je vais en citer simplement deux, les plus caractéristiques. À la fois l'Afrique du Sud, qui s'était constitué un arsenal nucléaire à la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80, et qui a décidé de démanteler, c'est-à-dire de supprimer totalement de son arsenal des armes nucléaires. Et le Kazakhstan, qui, avec la dissolution de l'Union soviétique, s'est retrouvé avec le troisième plus grand arsenal au monde, un peu plus de 2000 armes nucléaires et un très grand nombre de missiles, et qui a décidé en 1991 tout simplement de ne pas accepter ces armes, de les faire repartir, ou en tout cas que la Russie se réattribue ce potentiel nucléaire, de fermer dans le même temps le site d'essai de Semipalatinsk, qui est un site dans le nord du pays, qui se situe à peu près ici, qui a subi le plus grand nombre d'essais nucléaires au monde, 456. Et de ce fait, le Kazakhstan a véritablement initié une politique de désarmement nucléaire de façon extrêmement positive, puisque par la suite, a mis en œuvre et a su joindre l'ensemble des 5 États de l'Asie centrale qui se trouvent ici, à créer ce que l'on appelle une zone exempte d'armes nucléaires pour tous ensemble véritablement refuser, d'une part, qu'un de ces États constitue un arsenal nucléaire, mais aussi que des armes nucléaires pourraient, par exemple, être transportées au-dessus de leur espace aérien ou espace maritime ou espace terrestre. Voilà, donc voilà, c'est deux exemples, mais il y en a bien d'autres aussi d'États qui ont refusé ou qui ont décidé d'arrêter leur programme nucléaire militaire. On peut aussi penser, par exemple, à la Suisse, à la Suède, au Brésil, à l'Argentine. Bref, il y a un certain nombre d'États, et puis bien sûr, vous avez des États qui ont été quelque peu contraints. Là, on pourrait penser directement à la Libye ou à l'Irak. Pourquoi cet univers? Eh bien, tout simplement parce que nous, notre meilleur allié, c'est le droit, et que face au droit, finalement, face à cette problématique nucléaire, grâce à l'ONU quand même, qui malgré toutes ces problématiques, a su fédérer les États et a su gérer un certain nombre de règles, de résolutions et de traités. Eh bien, il existe un certain nombre de traités dans le droit du nucléaire qui, justement, autorisent, interdisent et engagent les différents États à aller au désarmement nucléaire et à ne pas réaliser de prolifération nucléaire. Bien évidemment, le plus important et le plus connu d'entre tous, c'est le traité de non-prolifération nucléaire, qu'on appelle plus communément sous le nom de TNP. Mais vous en avez tout un tas d'autres qui viennent renforcer le traité de non-prolifération nucléaire. Alors, je ne vais pas tous les énoncer. Vous avez ces zones exemptes d'armes nucléaires qui couvrent maintenant une grande partie de la planète, principalement l'hémisphère sud et puis donc un petit peu l'hémisphère nord avec cette zone d'Asie centrale et la Mongolie aussi, qui est un État qui s'est déclaré comme tel. Vous avez aussi un traité qui essaye d'entrer en vigueur. Malheureusement, s'il y a un certain terme technique, n'hésitez pas à revenir vers moi un petit peu plus tard, qui est le traité d'interdiction complète des essais nucléaires,
Vous avez aussi des traités dits bilatéraux entre les États-Unis et la Russie pour diminuer leurs arsenaux nucléaires, dont certains sont amenés peut-être à être prolongés ou pas, comme le New START Treaty. Vous avez des accords aussi, là aussi, multilatéraux, notamment on peut penser à l'accord qui a été passé entre l'Iran et un certain nombre d'États européens, la Russie et les États-Unis. Et puis vous avez aussi dans ce droit des résolutions qui n'ont pas forcément force de droit, mais qui aident à créer le droit, et donc ça c'est très important, qui sont passés par des organismes interparlementaires, comme l'Union interparlementaire, l'Assemblée parlementaire de l'OSCE, et même par la Croix-Rouge aussi, qui est bien évidemment très investi depuis 1945 sur ces sujets. Et tout ceci a permis d'aboutir au traité sur l'interdiction des armes nucléaires. Un traité dont je vais vous parler un peu plus tout au cours de ces 30-40 minutes qui me restent. Mais tout d'abord, pour comprendre un peu comment on en est arrivé là, il faut faire un petit peu là aussi un retour sur l'histoire et montrer la réalité des accidents nucléaires militaires. J'en ai mis 3, mais il y en a de nombreux autres. Par accident nucléaire militaire, il faut bien comprendre qu'évidemment, il n'y a jamais eu d'explosion nucléaire, comme vous pourriez vous l'imaginer avec un champignon nucléaire tel que l'on a eu lors des essais, par exemple, atmosphériques, ou lors de l'utilisation de ces armes sur Hiroshima et Nagasaki. Par accident, il faut dire que cela signifie une perte de contrôle de l'arme, voire une explosion des matières conventionnelles explosives autour de l'arme. Je vais y revenir dessus. C'est principalement ces 2 cas. Si je m'arrête sur l'accident de Palomares en Espagne, qui a lieu en 1966, vous en avez eu un similaire au Groenland à Thulé en 1968. C'est un bombardier américain qui navigue à ce moment-là dans les airs, donc qui vole dans les airs quasiment H24, puisqu'il est extrêmement fort en termes de guerre froide, avec des armes nucléaires, et qui, même pour éviter de revenir à terre et de refaire, si l'on peut dire, le plein d'essence, en fait, se fait directement, refait le plein dans le ciel. Et malheureusement, lors de cette opération qui est très technique, il y a eu un accident et les 2 avions se sont rentrés dedans et ont explosé. Le problème, c'est que ce B-52, à l'époque, transportait 4 armes nucléaires. Une va tomber au fond de la Méditerranée et 3 vont aller tomber sur Palomares, qui est un petit village espagnol qui commence à l'époque à être un peu connu pour ses plages et son tourisme. Celle qui sera tombée dans la Méditerranée sera retrouvée à grand renfort de moyens près d'1 mois et demi plus tard. Mais celles qui tomberont sur ce village de Palomares et aux alentours ne vont donc pas exploser, mais les matières explosives conventionnelles qui seront à l'intérieur vont, elles, exploser et vont disséminer des matières radioactives, puisqu'une arme nucléaire est composée ou d'uranium ou de plutonium, vont donc disséminer ces matières sur une superficie assez importante. Et le problème, c'est que 60 ans plus tard, on a toujours des problématiques humanitaires dans cette zone-là. On a toujours des personnes qui sont suivies pour voir si elles ne sont pas atteintes de cancer ou si jamais elles sont atteintes pour pouvoir les traiter. On a aussi des gravats et des débris qui sont toujours stockés sur Palomares, dont les Espagnols essayent de renvoyer aux États-Unis, mais c'est assez compliqué. Il y a eu un dernier protocole qui a été réalisé en 2014. Bref, on a une problématique qui est toujours présente. En termes d'accidents français, puisque là aussi on indique souvent que les armes nucléaires françaises sont extrêmement sûres et qu'il n'y a pas eu d'accident, je vais vous citer à minima 2 cas. C'est cette collision totalement improbable en février 2009 entre 2 sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, un français et un britannique, qui vont se toucher nez à nez comme dans un accident de voiture où l'un ne respecterait pas la priorité, mais imaginez sous l'eau le manque de chance de pouvoir se heurter au même moment, à la même seconde, à la même latitude, longitude, hauteur par rapport au fond. Bref, ces 2 sous-marins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, étaient évidemment chargés d'armes nucléaires. Les 2 sous-marins sont aussi propulsés par des réacteurs nucléaires, ce qui permet une plus grande discrétion et une capacité à rester sous l'eau de façon quasi indéfinie. Là aussi, on a échappé à un drame extrêmement important. Mais sans doute l'accident le plus important et qui a été révélé seulement il y a quelques années, qui a été pleinement affirmé il y a quelques années en 2015 lors d'une conférence grand public, 16 juillet 1966. Une mission nucléaire française, probablement sur la Russie, ou en tout cas sur un pays du pacte de Varsovie, a été lancée par erreur. Nous sommes à Orange. À ce moment-là, les Mirages de l'armée de l'air française disposent sur leurs ailes en permanence d'armes nucléaires. Nous sommes plein d'une période de la guerre froide. Et le pilote va recevoir l'ordre de décoller immédiatement pour aller lancer son arme nucléaire. Le pilote va partir, va aller en direction des Alpes.
Dans le même temps, on va comprendre sur Orange que ce pilote est parti avec une mauvaise, sans autorisation, et il n'y a pas d'autorisation pour déclencher ou pour utiliser son arsenal nucléaire. Il s'avérera par la suite qu'on comprendra qu'il a reçu cette autorisation à cause d'un mauvais fonctionnement électrique qui lui a donné cet ordre. Un petit affichage est apparu alors qu'il n'aurait pas dû apparaître. Et le pilote ne va pas au départ revenir sur la base. Il ne va pas revenir tout simplement parce qu'on va lui demander de revenir. Les collègues qui sont à Orange vont lui demander de revenir avec des moyens et des informations qui ne contiennent pas un certain nombre de codes secrets. Tout simplement, les militaires basés à Orange ne veulent pas utiliser ces codes secrets au cas où ils seraient écoutés. Et donc, il ne pourrait plus jamais les utiliser. Et le pilote est aussi quelqu'un d'assez intelligent. Il va comprendre qu'en arrivant au niveau des Alpes et un petit peu après, qu'il n'a pas la capacité d'aller bien plus loin puisqu'il n'a pas ce fameux avion pour refaire le plein dans le ciel et qu'il va devoir donc revenir. La grande problématique qui s'est posée à ce moment-là, c'est qu'on n'a jamais pensé à ce qu'un pilote qui dispose d'une arme nucléaire sous son fuselage revienne avec son arme nucléaire. Il a toujours été pensé qu'il larguerait sa bombe nucléaire et que vaille, espérant pour lui qu'il arriverait à s'en sortir vivant. Et donc, il y a eu une vraie crainte que finalement, lorsque ce pilote atterrit sur la base d'Orange, les attaches qui disposent l'arme nucléaire, vous savez, ça fait un choc assez important, tiennent bien. Par chance, tout a tenu. Et encore une fois, ce fut de la chance. Et un autre exemple, sans doute le plus connu, et je vous encourage à voir ce film qui s'appelle L'homme qui a sauvé le monde, The Man Who Saved the World, qui est cette histoire du colonel Petrov, donc une histoire véridique, bien sûr, de 1983, qui s'est déroulée un 26 septembre. Et c'est aussi pour ça que le 26 septembre est consacré par l'ONU depuis 2013 comme la journée internationale pour l'interdiction totale des armes nucléaires. C'est cet homme qui a comme job, comme rôle, de surveiller une base radar et d'avertir ses autorités si jamais il voit un lancement d'armes nucléaires par les États-Unis. Idem, nous sommes en 83, une des années les plus terribles de la guerre froide, où Ronald Reagan dit qu'il préférait voir ses petites filles mourir plutôt que d'être communiste. C'est l'année où vous avez eu quelques mois auparavant les forces soviétiques aériennes qui ont détruit un Boeing de la Korean Airlines parce que soi-disant elles auraient franchi leur espace aérien. Il y a eu plus de 200 morts civils. Donc c'est vraiment une année très très chaude, si je peux dire. Et cet homme va soudainement voir arriver un, puis deux, puis trois, puis cinq missiles sur ses écrans radars. Son job, il est assez simple, c'est celui d'appeler ses autorités, de décrocher le téléphone. Il aura des doutes. Le doute, c'est pour lui principalement comment est-ce que c'est possible que les Américains nous attaquent simplement avec 5 missiles nucléaires. Et il attendra le maximum avant finalement de décider que oui, c'est bien une erreur, et il sera confirmé par ses ordinateurs à la suite que c'est bien une erreur. Là aussi, on a eu énormément de chance que le processus interne dans un État autoritaire et qu'un soldat ne réalise pas. Sinon, nous ne serions sans doute pas là pour pouvoir parler de cette problématique et de ce sujet-là. Donc, je vous recommande véritablement de voir ce film. Et tous ces éléments de chance, en fait, sont extrêmement nombreux. Et la grande question que l'on pose, c'est pendant combien de temps encore on va avoir de la chance? Parce qu'en cas de malchance, voilà ce que des scientifiques n'ont pas imaginé, mais sur la base de calculs mathématiques, donc d'actes scientifiques. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes remettent en cause la science et des formules mathématiques ou des systèmes qui montrent un certain nombre de dangers. Et les scientifiques américains et russes, au milieu des années 80, ont montré qu'en cas d'utilisation d'un très grand nombre d'armes nucléaires, nous pourrions arriver à ce qu'ils ont appelé un hiver nucléaire, d'où ce petit pingouin avec ce nuclear winter. Et un hiver nucléaire, c'est quoi? Un hiver nucléaire, c'est tout simplement notre atmosphère qui se trouverait enveloppée d'un nuage de poussière radioactive, d'un nuage de suie, puisqu'il faut bien comprendre que les explosions d'armes nucléaires déclencheraient énormément de fumée, brûleraient tout ce qui serait aux alentours, enclencheraient aussi un phénomène de réaction en chaîne. Vous avez d'autres explosions qui se produiraient. Et forcément, si vous n'avez plus, si vous avez de la suie, si vous avez un grand nombre, une densité extrêmement importante de poussière dans l'atmosphère, eh bien, vous n'avez plus de soleil. Et si vous n'avez plus de soleil, eh bien, petit à petit, la chaleur sur notre planète va diminuer. Et qui dit moins de chaleur, dit baisse des températures, et donc hiver nucléaire, avec l'ensemble de ce que cela pose en termes de problématiques, puisque tout simplement, si vous n'avez plus de soleil, vous ne pouvez plus faire d'agriculture, et vous avez une dégradation globale de la vie animale, végétale et bien sûr humaine.
Et cette problématique créée et réfléchie et mise en place avec un certain nombre d'hypothèses et de schémas de calcul au milieu des années 80 a été réalisée à nouveau au milieu des années 2000, notamment avec l'aide de calculs mathématiques dus au changement climatique, qui ont montré qu'il ne suffisait pas d'un très grand nombre d'armes nucléaires pour obtenir malheureusement ce danger de l'hiver nucléaire, mais simplement d'un très faible nombre d'armes nucléaires. Et on se sont appuyés sur le cas, par exemple, de l'Inde et du Pakistan, qui sont deux pays qui malheureusement s'apprécient à ces guerres, mais qui détiennent aussi des armes nucléaires. Et donc, ces deux États, s'ils utilisaient une partie de leurs arsenaux nucléaires, une cinquantaine chacun, on arriverait aussi à cette situation d'hiver nucléaire. Et un hiver nucléaire qui, il faut bien en avoir conscience, toucherait l'ensemble de la planète. Ce n'est pas parce qu'une explosion malheureusement nucléaire arriverait au fin fond du Pakistan que nous serions sains et saufs, nous, à Paris, Lyon ou je ne sais où, à travers le monde. Non, c'est bien l'ensemble de la planète qui en subirait des conséquences sur une période plus ou moins longue, mais qui aurait probablement un mal fou, voire une impossibilité de s'en remettre. Et je crois qu'on voit bien déjà aujourd'hui l'impact d'un, que l'on nomme un petit virus, mais qui semble quand même faire énormément de dégâts sur l'ensemble de la planète. Et ce qu'ils ont montré, ces nouveaux calculs en 2012-2014, qui ont été réalisés par l'Association des médecins pour la prévention pour la guerre nucléaire, qui s'appelle IPPNW en langage acronyme, pardon, et qui avait aussi reçu d'ailleurs pour ses travaux en 1985 le prix Nobel de la paix. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'on pouvait arriver à ça. 2 milliards de personnes en danger de famine. Alors, autant vous dire que 2 milliards de personnes en danger de famine en cas d'utilisation d'une petite fraction des 13 650 armes nucléaires que je vous ai indiquées, autant vous dire que ces 2 milliards de personnes sont vouées à mourir, comme le reste de la population d'ailleurs, puisque sans doute elles aussi auraient du mal à pouvoir trouver un certain nombre de ressources alimentaires pour survivre. Ça, c'est la réalité des armes nucléaires qui a souvent été et qui a toujours été niée par les puissances qui disposent de ces arsenaux nucléaires. Et c'est aussi grâce à ces nouvelles informations finalement que l'on a su mettre en avant, que l'on a su créer, qu'on est arrivé petit à petit sur la nécessité de créer un nouveau processus pour interdire les armes nucléaires. Mais le problème, je dirais, c'est que si on a eu de la chance jusqu'à aujourd'hui avec des problèmes classiques de bombardiers qui pourraient éventuellement partir avec une arme nucléaire sur leur fuselage, si on a eu de la chance qu'il n'y a pas eu de détonation et donc d'hiver nucléaire, nous avons des nouveaux risques, des risques qui n'existaient pas il y a 10, 15 ou 20 ans. Des risques qui sont principalement causés par l'avancée de l'intelligence artificielle et de l'utilisation, bien évidemment, de tout ce qui est cyber. Alors, on va écarter l'idée qu'un logiciel informatique puisse se saisir de la capacité d'utiliser l'arsenal nucléaire et le lancer sur un ennemi, en tout cas à l'instant T. Peut-être que ce risque pourrait être un peu plus développé dans le futur, mais le principal risque que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, c'est le temps de réflexion. Le temps de réflexion proposé va être de plus en plus court à cause de l'intelligence artificielle et il va donc pousser à une réponse extrêmement rapide. Si on essaye de situer dans la crise de Cuba, qui a duré une quinzaine de jours plus ou moins, vous avez eu une montée des tensions extrêmement importantes qui ont abouti à un samedi du 18 octobre 1962, si je ne me trompe pas dans les dates. Mais vous avez eu cette montée des tensions qui ont permis quand même un temps de réflexion en parallèle. Aujourd'hui, vous n'aurez plus ce temps de réflexion, tout simplement d'une part parce que les missiles qui sont en cours de création, ce qu'on appelle des missiles hypersoniques, vont aller de plus en plus rapidement, vont pouvoir parcourir une partie de la moitié de la planète si on décidait entre les États-Unis et la Russie, par exemple, en une vingtaine de minutes. Et d'autre part, vous allez être poussé donc à prendre une décision, à savoir si vous devez répondre à une frappe qui potentiellement peut être nucléaire, mais qui potentiellement peut ne pas être nucléaire et qui potentiellement peut aussi être une erreur d'appréciation. Et c'est véritablement ça qui crée des risques extrêmement importants et sur lesquels on essaye aussi d'imposer aux différents États une prise en compte et une nécessité, bien évidemment, d'aller vers l'interdiction des armes nucléaires. Et donc, tout ceci, le fait que l'on ait parlé de manière beaucoup plus importante par le passé, même s'il faut noter que cette prise de conscience sur les conséquences humanitaires des armes nucléaires a toujours existé, la Croix-Rouge
dès le 10 août 1945, avec la présence notamment de Dr Juno, qui a pu se rendre assez rapidement sur Hiroshima, a bien sûr montré les conséquences humanitaires des armes nucléaires, l'importance des capacités de destruction de cette arme. Je voudrais simplement souligner que ce n'est pas seulement le nombre de morts qu'il faut avoir en tête pour Hiroshima, mais Hiroshima, c'est une seule bombe et à peu près 70 000 personnes qui ont été vaporisées en un instant. Tokyo, quelques mois auparavant, c'est des centaines et des centaines d'armes et des dizaines de bombardiers qui, certes, font aussi près de 70 000 morts. Mais Hiroshima, c'est une seule arme nucléaire, une seule arme qui ont tué autant de personnes que sur Tokyo. C'est véritablement ça qu'il faut comprendre par la capacité de destruction de ces systèmes d'armes de destruction massive. Et donc, cette prise de conscience qui existait, mais qu'on a su faire revivre avec l'aide d'un certain nombre d'États, et on peut mentionner par exemple l'Autriche, le Costa Rica, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, l'Irlande par exemple, et le Saint-Siège aussi, ont pu faire naître ce que l'on a appelé une initiative humanitaire, et ont fait naître 3 grandes conférences internationales qui se sont déroulées entre 2013 et 2014, entre la Norvège, le Mexique et l'Autriche, avec ce titre, donc conférence humanitaire sur l'impact des armes nucléaires, et qui ont mis en avant et qui ont eu comme conclusion à chaque fois que tout danger de détonation d'armes nucléaires par accident ou malveillance ou par intention est possible, que toute conséquence d'explosion ne se limiterait pas évidemment à l'état où elle s'est produite, mais toucherait l'ensemble de la planète, que les problématiques de santé dureraient sur des décennies, qu'il y a aussi évidemment une problématique de santé qui peut être transgénérationnelle, passer à travers les différentes générations. Et sans doute la conclusion la plus importante, il n'existe aucun moyen efficace permettant d'aider une partie des rescapés d'une explosion nucléaire. Et à partir de là, si vous n'avez pas les moyens d'aller aider lorsqu'il y a eu détonation d'armes nucléaires, le seul moyen d'éviter toute catastrophe et d'éviter tous ces phénomènes que je vous ai indiqués un petit peu rapidement, et je m'en excuse, c'est de prévenir. Et la prévention, c'est donc bien sûr passer par une interdiction. On interdit et on élimine les armes nucléaires. Et c'est ce qui était assez fou jusqu'à aujourd'hui, finalement, c'est que nous n'avions pas encore, jusqu'en 2017 et jusqu'en 2020, je vais y revenir un peu plus tard, un traité qui interdit globalement et totalement les armes nucléaires. Vous avez des traités qui interdisent depuis le milieu de, vous voyez comme c'est indiqué, les armes chimiques et les armes biologiques, qui sont aussi des armes de destruction massive. Vous avez des traités qui interdisent des armes dites inhumaines, les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions, puisque principalement, en fait, elles visent les populations civiles. Mais un traité qui interdisait l'arme la plus destructrice jamais créée par l'homme n'existait pas encore jusqu'en 2017. Et c'est grâce à ces différentes réflexions, ces différentes conférences humanitaires, que nous sommes aboutis à la création, en premier à travers l'ONU, d'une résolution qui a été déposée en 2016, qui a été votée à une écrasante majorité des États au sein de l'Assemblée générale, une résolution qui ouvrait l'opportunité à l'ensemble des États de la planète de participer à des négociations pour créer un instrument juridiquement contraignant sur les armes nucléaires. Et c'est ce qui s'est passé entre février, mars et mai-juin 2017. Des États se sont réunis à l'ONU pour travailler avec la volonté d'interdire les armes nucléaires. Et c'est ça qui a été la formule gagnante, c'est que ces États sont venus pour travailler, pour interdire les armes nucléaires, n'ont pas hésité à échanger avec la société civile, dont notre campagne internationale, à travailler avec nous, à nous demander notre avis sur un certain nombre de choses. Bien évidemment, les États sont maîtres au sein de l'ONU et ont donc décidé par eux-mêmes l'ensemble des critères, l'ensemble des virgules dans le traité et des mots à impliquer, même si un certain nombre de nos idées ont été reprises. Et nous sommes arrivés à ce jour du 7 juillet 2017 avec l'adoption à l'Assemblée générale de l'ONU du traité sur l'interdiction des armes nucléaires, adopté donc par 122 États pour, une abstention et une voix contre, qui étaient donc les Pays-Bas. Et c'est un événement exceptionnel qui a été réalisé en 2017. Je vais essayer de rentrer un petit peu dans le traité. Donc, premièrement, c'est un traité qui complète les autres traités et qui vient renforcer l'ensemble de l'architecture du droit contre les armes nucléaires. Et c'est très important d'avoir ça à l'esprit.
Je vous ai mentionné rapidement le traité de non-prolifération nucléaire, le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires. Ce traité-là, qu'on va appeler le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires, vient renforcer ces deux traités et vient souligner leur importance. Ce qui fait sa particularité, c'est que tout d'abord, il fait partie de ce qu'on appelle les traités dits de désarmement humanitaire. Il se fonde aussi énormément sur la question du droit international humanitaire, en mettant en avant des nouveaux concepts tels que celui sur le droit des générations futures, en mettant en avant l'importance de l'éducation au désarmement, l'importance de la notion du genre, puisqu'il a été montré à travers de nombreuses études que les jeunes femmes, si jamais elles étaient potentiellement enceintes ou qui n'étaient pas enceintes, à la suite d'une catastrophe nucléaire militaire, pourraient ne pas donner la vie ou malheureusement donner la vie à des enfants extrêmement handicapés. Le point le plus important, enfin l'un des points les plus importants dans ce traité et qui a énormément contrarié autant l'État français, nord-coréen que russe, que chinois, américain, puisque tous sont noués et extrêmement liés pour refuser ce traité aujourd'hui, c'est la notion de la menace d'emploi. La menace d'emploi, c'est quoi? C'est tout simplement la politique de dissuasion nucléaire. Vous savez, quand on vous parle de dissuasion nucléaire, la dissuasion nucléaire, c'est simplement être prêt à employer des armes nucléaires, notre fameux sous-marin sous l'Atlantique, à tout instant contre des populations civiles. Et donc, aller à l'encontre de ce fameux droit international humanitaire qui est mis en avant très souvent par la diplomatie française. Et donc, cette interdiction de menace d'emploi est sans doute le point le plus important, bien évidemment, avec l'interdiction d'emploi, de fabriquer, d'acquérir ou de posséder des armes nucléaires. Les États ont déterminé 3 catégories d'États, ceux qui ont été propriétaires ou non d'armes nucléaires, ceux qui vont rejoindre le traité avec leurs armements et ceux qui disposent sur leur territoire d'armes nucléaires. Et ce troisième point, on peut penser par exemple à la Belgique, à l'Italie, à l'Allemagne, à la Turquie et aux Pays-Bas qui disposent d'armes nucléaires sur leur territoire, puisque ce sont des armes prépositionnées dans le cadre de l'OTAN par les États-Unis. Ce traité est donc aussi met en œuvre des obligations positives, et ça c'est extrêmement important. Et je vous renvoie par exemple sur une étude que je viens de réaliser sur les déchets des essais nucléaires français que la France a laissés en Algérie. Et ces obligations positives portent donc sur l'assistance aux victimes et réhabiliter l'environnement. Tout simplement, c'est aller sur les territoires qui ont subi des essais nucléaires et faire en sorte que les populations qui sont encore victimes ou qui potentiellement peuvent être victimes des maladies radio-induites créées ou des déchets qui ont été laissés sur place, que les États membres de ce traité donc nettoient ces différents territoires et portent une assistance, qu'elle soit médicale ou même psychologique, auprès de ces populations. Et pourquoi je vous ai dit que 2020 était une année exceptionnelle? C'est parce que tout simplement, dans quelques semaines aujourd'hui, avant la fin de l'année en tout cas, ce traité va entrer en vigueur, va pouvoir entrer en vigueur. Dans un système de mise en place, de création d'un traité, vous avez en premier son vote à l'Assemblée générale de l'ONU, vous avez après ce que l'on appelle l'ouverture à la signature, et vous avez les États qui vont signer et ratifier. C'est 2 étapes différentes, complémentaires bien souvent, mais qui n'ont pas la même portée juridique. Un État va signer, c'est-à-dire qu'il est d'accord pour s'engager à créer une loi nationale dans son État qui va reconnaître ce traité, ce qu'on appelle la ratification. Une fois que cette loi nationale a été votée, elle est déposée à l'ONU, donc la ratification. Et aujourd'hui, nous en sommes à 45, 46 États, même depuis 2 jours, puisque je n'ai pas mis à jour. Et il nous faut 50 ratifications minimum pour que ce traité devienne une norme, une loi internationale. Le dernier État est donc la Malaisie à l'avoir ratifié. Après Malte, il y a quelques jours aussi. Nous savons que nous allons avoir les 4 dernières ratifications minimum et bien évidemment, nous allons travailler à son universalisation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'États qui adhèrent à ce traité, y compris la France, bien évidemment, comme la Belgique, comme les États-Unis, comme la Russie, comme toutes les puissances nucléaires. La France est particulièrement opposée à ce traité. Je vous laisse lire cette petite phrase très sympathique que le ministre des Affaires étrangères, Le Drian, a déclarée à l'ONU. Il estime que les 122 États qui ont engagé le processus sont donc des irresponsables, ce qui est très sympathique pour ses collègues ministres de Nouvelle-Zélande, de Costa Rica et d'Afrique du Sud et de tous les autres, bien évidemment. Mais ce qu'il faut aussi relever, c'est que, et c'est là où on est quand même dans un
certaine schizophrénie, c'est qu'à la base, si finalement la France a des armes nucléaires ou la Russie a des armes nucléaires, c'est pour se défendre de la France, par exemple. Et donc, c'est pour ne pas à subir des pressions. Et donc là, ce que l'on s'aperçoit, c'est que la France, la Chine, le Royaume-Uni, la Russie et les États-Unis, ensemble, en fait, combattent ce traité, alors même que finalement, si ce traité aboutit, et il aboutira à un moment donné, c'est bien pour résoudre ce problème de sécurité et pour qu'on n'ait plus jamais de risque et ce danger d'armes nucléaires au-dessus de nos têtes. Je vais conclure un peu par une phrase un peu forte. La question maintenant, c'est de savoir ce que vous voulez à Utopia. Est-ce que c'est rester dans une illusion sécuritaire ou est-ce que c'est impulser une dynamique pour un monde qui ne repose plus sur une terreur atomique? Je m'excuse par avance si je suis allé un petit peu vite, mais je vous laisser un petit peu de temps aussi au dialogue et puis pouvoir développer, je suis sûr, certaines idées également. Et je vous remercie véritablement de m'avoir invité, d'avoir invité donc notre campagne ICANN France à vous rejoindre pendant cette université d'été. Merci beaucoup.